Aujourd'hui, la question centrale, c'est bien entendu de savoir si le monde dans son ensemble est à la veille d'un ralentissement, peut-être même d'une crise économique. On voit bien que le commerce mondial, qui a été l'une des locomotives de la croissance des 30 ou 40 dernières années, est en train de faiblir pour des raisons à la fois conjoncturelles. C'est Donald Trump et sa guerre commerciale qui inquiète un peu tout le monde, qui fait que les gens, avant de se lancer à l'assaut de nouveaux marchés, hésitent. Et puis, plus généralement, je crois que c'est un peu la fin d'un cycle aussi. L'externalisation, la délocalisation des emplois et des tâches touche un peu ses limites. Je crois qu'on le sent confusément et en tout cas ça se voit dans les statistiques. Le commerce mondial ne croît plus aussi vite qu'avant. En fait, avant il progressait 2 fois plus vite que les économies nationales. Maintenant, il progresse à peu près au même rythme. Ça veut dire que sa force d'entraînement est un peu en train de se dissiper. Donc on est peut-être à un moment de retournement. Alors il est peut-être plus conjoncturel que structurel, mais j'ai quand même l'impression que c'est vraiment les deux à la fois. Alors je viens de publier un livre avec des co-auteurs et des amis professeurs à Sciences Po qui s'appelle Les origines du populisme, et donc on était en plein en fait dans l'analyse de données très précises sur le formidable ressentiment qui saisit des pans entiers de la population par rapport aux transformations du capitalisme contemporain, pour le dire vraiment très simplement. Donc on n'a pas du tout été surpris. En fait, on avait les indicateurs qui nous ont permis, je crois, assez directement de comprendre ce qui se passait. Et pour le dire en un mot, ce qui se passe, en tout cas ce qu'on décrit dans ce livre, Les origines du populisme, comme étant vraiment important, c'est un mélange de deux choses. D'abord, une insécurité économique croissante, et ça, s'il y a un ralentissement économique mondial, ça va évidemment être relancé. Mais ça va au-delà de la conjoncture, le fait que dans leur carrière, dans leur destin professionnel, les gens sont beaucoup plus inquiets que par le passé. On ne sait pas si on aura toujours un job dans 4, dans 5 ans, quelle que soit la position qu'on occupe en réalité. Et ça nourrit un formidable ressentiment à l'égard des hommes politiques, des partis, des institutions qui au fond n'arrivent pas à colmater cette brèche qui s'est ouverte dans le bateau de nos grandes économies et qui s'appelle l'insécurité économique. Mais il y a une deuxième chose très importante aussi qui en fait a été parfaitement éclairée par le mouvement des Gilets jaunes, c'est le fait qu'au-delà de l'économie, il y a une forme de déliaison sociale qui se produit aussi. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de vivre en société avec les autres. En fait, les ouvriers étaient auparavant dans des usines où ils étaient encastrés dans un pouvoir fort, dans des structures fortes, avec un pouvoir syndical qui les représentait. Tout ça s'est complètement dilapidé au cours des 50 dernières années. Et on vit dans une société d'individus de plus en plus isolés qui ont du mal à faire société. Et on voit les petites villes où tout ferme à 16 heures, où les infrastructures publiques ont tendance à être rationalisées, à être fermées aussi. Tout ça crée quelque chose qui ressemble à une solitude sociale d'un type nouveau, qui est le deuxième versant, le deuxième aspect de ce qu'on appelle les origines de ce populisme et dont les gilets jaunes sont aussi parfaitement représentatifs. On a bien vu que sur les ronds-points, il y avait un plaisir de se retrouver, de faire des communautés. C'est le signe d'une absence et c'est le deuxième volet, plus sociétal, plus anthropologique peut-être, de cette crise que nous vivons sur le terrain politique. Moi, je pense qu'on est dans une société où le rêve industriel, d'avoir une voiture, une télévision, etc. passe. Entre autres choses parce que la plupart des gens ont une télévision, enfin on a même plusieurs, et même plus du tout d'ailleurs en réalité, parce que c'est les écrans qui s'y sont substitués, une voiture, une machine à laver. Toutes ces choses qui faisaient vraiment rêver dans les années 50 et 60 sont plus un élément de rêve, c'est devenu un élément de banalité. Les smartphones ont fait partie du rêve dans les années, dans la dernière décennie. Enfin, on oublie parfois que l'iPhone a été créé en 2007 seulement, c'est-à-dire à peine une dizaine d'années. Donc tout ça est passé. Et donc de quoi les gens rêvent? Je pense tout simplement ils rêvent de ce dont on parlait tout à l'heure, de faire société. Les réseaux sociaux, c'est vraiment là la chose nouvelle où on voit que pour la plupart des personnes, ce qui compte, c'est d'être relié, connecté aux autres. Or, les réseaux sociaux offrent une manière de faire société qui n'est pas très humanisante non plus. On voit bien toutes les pathologies que ça provoque aussi. C'est ce nouveau monde-là aujourd'hui où on essaie de sortir le bon grain de livret. Je crois que c'est ça la frontière du rêve. C'est comment vivre avec les autres dans un monde de plus en plus complexe, dans un monde dans lequel, géographiquement, physiquement, vous êtes de plus en plus loin des centres-villes, des endroits où habitent les autres, parce que vous n'avez plus les moyens tout simplement de vivre en centre-ville. Donc on est ici dans la recherche vraiment d'un nouveau rêve, c'est comment vivre, comment une société d'individus comme la nôtre arrive à faire société. Je crois que c'est ça la question.
tout dépend ce qu'on appelle fabrication de richesse. S'il s'agit de richesse au sens où on l'entendait dans les années 50-60 de biens industriels, oui, il faut que les voitures, quand elles se cassent, il faut qu'elles soient économes et qu'elles soient ergonomes, il faut toutes sortes de choses. Donc il y aura toujours une demande de renouvellement, d'amélioration de la qualité. Mais en effet, ça n'est plus une frontière du rêve. En revanche, non, la fabrication de richesse, pour les personnes âgées, avoir des gens qui s'occupent d'elles, c'est très important. C'est de la fabrication de richesse. Or, tout le monde ne peut pas se payer une infirmière à domicile. Donc il faut bien réfléchir à la façon d'organiser tout ça. De même, l'enseignement, bon, l'accès à l'enseignement, c'est très important, mais on voit bien qu'il y a besoin aussi de se servir peut-être des nouvelles technologies pour faire plus que ce qu'on fait maintenant et surtout mieux que ce qu'on fait maintenant, sans renoncer, je crois, au rôle des enseignants pour autant. La civilisation urbaine, on voit bien que comment les gens vivent, comment tout ce qu'on appelait une ville aujourd'hui a éclaté dans un monde périurbain avec beaucoup de périphéries, c'est de la richesse à créer que de reconfigurer tout ça. Donc je crois qu'il y a encore, hélas, beaucoup de biens qui nous manquent, mais c'est vrai, ça n'est plus du tout les mêmes que ceux qui faisaient fantasmer dans les années 50 et 60. Donc l'idée d'une fin de l'histoire qui a pu être entretenue, quand tout le monde aura une voiture, on passera à autre chose, n'est pas réalisée. Mais je pense que là, on parle de biens beaucoup plus fondamentaux. C'est plus des biens superflus dont on parle. C'est être soigné, c'est être éduqué, c'est être pris en charge, c'est vivre avec les autres. C'est ça, la frontière à franchir, à atteindre au XXIe siècle.